Commençons par la naissance. Ou plutôt là où j'ai été élevé. J'ai été élevé dans une petite ville ouvrière, une ville presque de compagnie, c'est-à-dire dominée par une usine de papier et par les cloches de l'Église catholique à Kenogami, qui est un appellatif qui est disparu, qui s'est intégré dans Jonquière, donc au Saguenay. Mais je suis vraiment quelqu'un du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que mes parents étaient originaires du Lac-Saint-Jean. Ils étaient venus s'installer au Saguenay parce qu'il y avait de l'emploi plus que dans les rangs ruraux où ils avaient eux-mêmes été élevés. Et j'étais donc élevé entouré d'ouvriers, mais d'ouvriers quand même, j'oserais dire, dignes, dans le sens où est-ce qu'il y avait une tradition syndicale bien implantée, puis il y avait des grandes compagnies comme le Price Brothers dans le papier, et puis, pour la région, bien sûr, l'Alcan, l'aluminium. C'était des postes qui étaient convoités, des salaires relativement raisonnables. Et par conséquent, c'est pas un milieu ouvrier qui aurait été particulièrement pauvre. Mes parents, je dirais, mon père était un marchand, mais par vocation, pour ainsi dire, tardive, il avait commencé comme bûcheron. Euh, Passablement d'éducation pour l'époque, parce qu'il était le dernier d'une famille de 15 ou l'avant-dernier. Et ses sœurs, il y avait beaucoup de sœurs avant d'arriver à lui, et elle l'avait poussé à ce qu'il aille aux études, et s'est donc rendu à la 8e année. Ses frères les plus vieux ont toujours été jaloux. Ils trouvaient qu'il était prétentieux parce qu'il était très instruit. Il y avait donc une 8e année. Il était donc venu au Saguenay pour travailler dans le bâtiment, ou enfin la construction du barrage de Chipcha, puis finalement, il a trouvé un emploi dans le commerce, et c'est comme ça qu'il est devenu marchand, dans le vêtement pour dames. Et finalement, on a eu un niveau de vie, à mesure que je grandissais, qui était, disons, meilleur que celui des gens autour. C'était pas la bourgeoisie, mais il y avait une certaine distinction. Euh, Même si on était entouré d'ouvriers et que tous mes amis étaient ça. Il y a quelque chose là quand même qui, à mon sens, nourrit, comme chez les parvenus, l'idée de vouloir acquérir un certain statut, probablement conserver ça. D'autant plus que ma mère, de son côté, était ménagère, comme c'était le cas à l'époque, mais elle avait été chez les sœurs. Originellement, ça aurait été sa véritable vocation, chez les religieuses. Mais elle venait d'un milieu vraiment très, très pauvre, même si dans son enfance, elle avait connu un statut assez élevé. En fait, ce serait trop long à raconter, mais son père était mort de la grippe espagnole en 1918. Et elle avait tombé dans une condition de misère avec sa mère dans ce temps-là. Les femmes veuves restaient seules. Et puis, elle avait été élevée proche de la misère. Et était allée donc chez les sœurs comme sa propre sœur, qui est morte de tuberculose. On voit les héritages de la misère. Et ma mère est obligée de quitter les communautés religieuses à cause de la tuberculose aussi. Au moment où la tuberculose était quasiment comme le cancer aujourd'hui, tu ne savais pas si bon Dieu allait te sauver ou quoi. Il n'y avait pas de thérapeutique efficace. Puis, je veux dire par là qu'elle avait, chez les religieuses, été quand même ouverte à un autre monde, avec une certaine transcendance. Elle aimait lire les auteurs chrétiens et mystiques, Saint-Jean de la Croix. Enfin, elle a appris de ces choses-là. Et puis, ensuite, elle a été maîtresse d'école, de rang, comme de raison, parce qu'une fois sortie de la communauté religieuse, ce qu'elle savait faire, c'était faire l'école. Alors, elle avait été maîtresse d'école de rang, mais vraiment avec les 6 classes dans la même salle, et aller allumer le poêle le matin avec des chiens, tout le folklore. Mais là aussi, il y avait donc chez elle cette idée de l'éducation comme une manière de sortir de la misère en même temps que d'acquérir un certain statut et s'ouvrir à d'autres choses que celle de la petitesse de l'humiliation quotidienne d'être obligé de vivre en se surveillant les uns les autres et au seuil de la nécessité, quoi.
Alors, il y avait donc ce côté de, il faut réussir, il faut faire quelque chose. Il faut éviter à tout prix de retomber dans la pauvreté. On sentait que c'était là. Il y avait toujours cette idée qu'il faut forcer. Il faut continuellement essayer de faire plus pour mettre toutes les chances de son côté. À telle enseigne que, un autre élément qui peut-être peut être intéressant dans la formation des futurs sociologues, c'est que comme elle avait fait l'école, qu'elle était à la maison, elle avait été aussi très insérée socialement par le biais des œuvres de la paroisse. Elle était assez active dans tout ça. Elle avait entendu dire qu'une dame très très pauvre était prise avec un petit garçon qui était albino, donc les yeux rouges, et qui voyait très mal, et qui ne réussissait pas à l'école parce qu'il n'arrivait pas à voir au tableau. Et elle avait, par les circuits donc des œuvres charitables, elle avait dit, ben, je vais le prendre, moi, puis je vais lui faire l'école à la maison. Il n'y aura pas de problème de vision. Ce sera autour de la table de la cuisine. J'avais à l'époque 3 ans. Et comme elle faisait l'école, c'était l'expression, tous les avant-midi, ben, je traînais autour, puis de temps en temps, je répondais 2 plus 2, 4. Alors, à un moment donné, elle m'a dit, assieds-toi donc. Bref, j'ai commencé l'école à 3 ans. De sorte que, quand est venu le temps, évidemment, de rejoindre les rangs, les cohortes normales, au moment où le petit garçon a été lui-même prêt à rejoindre, à reprendre les cohortes qui continuaient à l'école, il a été classé, lui, en 3e année, et l'examinateur, là, c'était un membre d'un frère, l'enseignant, elle lui a dit, ben, il y a mon petit garçon, il est à peu près rendu au même niveau, voulez-vous le tester? Et je suis entré à l'école à 5 ans, en 3e année. Ce que ça veut dire à cet âge-là, où est-ce qu'entre un enfant de 5 ans et un enfant de 8 ans, il y a 40 ans de distance. C'est que j'ai passé toute mon enfance à non seulement être le plus petit, mais pour ainsi dire, à ne pas avoir la maturité, y compris physique, ce qui est important chez les petits garçons, pour le sport et toutes ces choses-là. Toujours entouré de gens où est-ce que je devais faire semblant d'être comme eux alors que je n'étais pas du tout. Alors, il y a un effort d'essayer de se mettre en valeur pour d'autres qualités que celles qui sont appréciées, de la maturité intellectuelle selon l'âge ou de la compétence physique. Peut-être que ça m'a amené à parler plus que j'aurais dû parler dans ma vie. De sortir par le symbolique et par la parole, de se faire des amis et s'insérer dans son milieu social, mais toujours en se sentant pas à l'aise dans son entourage immédiat. Dans ce sens-là, quand il m'est arrivé d'y repenser, je me suis dit, c'est peut-être de ce bois-là qu'on fait des sociologues, dans le sens où est-ce que le commun des mortels comprend comment marche la société. Il dit, c'est comme ci, c'est comme ça, les choses sont ainsi, voyons donc, parce que c'est de même, et puis il faut pas que, faut qui. Tandis que le sociologue dit, oui, mais pourquoi c'est comme ça? Alors, si tu as passé ton enfance à te dire, qu'est-ce que je dois faire pour faire croire aux autres que je comprends, tu passes ton temps à rien comprendre de la société. Ton problème n'est pas tant de te comprendre toi-même, ce qui donne un psychologue. Ton problème, c'est ton incapacité d'apprendre et de se sentir à l'aise en société. Donc, la société est toujours une chose, telle une chose extérieure que tu n'arrives pas à saisir. C'est littéralement reprendre à son compte. Mais en fait, qu'est-ce que c'est donc que d'être persan? Ou qu'est-ce que c'est que d'être membre de la société en s'y trouvant à l'aise? Alors, j'ai l'impression que cet élément-là a joué, parce que j'ai traîné ça tout le temps de mes études. Au primaire, ça allait relativement bien parce que ma mère, évidemment, continuait à vérifier tous les soirs au moment des devoirs que je suivais bien.
Mais quand j'ai fait le passage au cours classique, j'étais donc très jeune, j'avais 11 ans, alors que mes camarades en avaient 14, 15, bon. Ben là, il est arrivé le latin, et même si elle était fort religieuse, c'était pas suffisant que de connaître la messe en latin pour pouvoir m'aider. Et par conséquent, j'ai été catapulté au bas de la liste des notes. J'ai fait tout mon cours classique parmi les derniers. Et par un hasard, là où sans doute des forces occultes s'y sont mises, j'avais une faiblesse chronique en mathématiques, mais je n'ai jamais su à quoi ça servait. Alors, il fallait que j'apprenne par cœur les opérations, ce qui n'est pas très, très riche pour former un esprit mathématique. Mais tout à coup, la physique, alors là, j'étais capable d'imaginer la lumière qui était infléchie par un prisme. Je pouvais me mettre, pour ainsi dire, à l'intérieur de la nature et de revivre ça. Ça y avait quelque chose de concret, mais comprendre pourquoi une demi-pomme multipliée par une demi-pomme donne un quart de pomme, ça n'a qu'une idée, ça donne une pomme, voyons. Il y a un de mes amis, prof de maths, qui me dira plus tard, t'as arrêté aux fractions. Oui, c'est le cas de tous les cancres en maths. Mais la physique m'a sauvé et la philosophie. Parce que la philosophie, c'était l'art de parler de ce que tu connais pas trop. Donc, comme j'ai dit, depuis mon enfant, je me forçais de parler pour essayer de combler les vides de ma compétence à vivre en société. Par conséquent, je me tirais assez bien d'affaire pour ce qui est de la littérature, de l'écrire, la philosophie. Et ça a été suffisant pour que j'ai d'excellentes notes en philosophie et en physique. Alors là, c'est un titre de gloire. J'ai eu 95% à l'examen de physique en philosophie 2, c'était la terminale. Et puis, je me suis retrouvé avec le baccalauréat du cours classique, l'ancien cours des Jésuites, qui remontait à la contre-réforme latin-grec. Et enfin, on en a fait beaucoup de gorges chaudes, mais c'était excellent. Parce qu'il m'a semblé que tout le long du cours classique, on a appris à peu près rien. Sauf pour reprendre une formule qui est devenue éculée, on a appris à apprendre et à s'intéresser à des choses qui étaient autres que celles des nécessités de la vie quotidienne, et ainsi de suite. Donc, le sentiment d'avoir accès quand même à un autre monde. D'autant plus que le cours classique à l'époque, même si j'étais externe et non pas en résidence, comme c'était traditionnellement la manière. J'étais au collège de Jonquière, qui avait été fondé par les Oblats pour permettre aux enfants d'ouvriers d'avoir accès aux cours classiques qui étaient réservés à une certaine bourgeoisie à Chicoutimi, qui relevait de l'évêque. Alors, il y avait un petit côté à l'époque de démocratisation du cours classique. Les Oblats, qui œuvraient traditionnellement auprès des Autochtones et auprès des ouvriers, avaient été sollicités pour venir ouvrir un collège classique externe. Donc, tu vivais chez toi et tu n'étais pas en pension. C'était moins cher pour cette raison. Alors, on a passé, je dis on, avec les camarades d'études, tu passais 8 ans, des fois, avec les mêmes personnes, de telle sorte qu'à la longue, chacun finissait par être reconnu pour ses propres qualités. Et que tu étais dans un univers où est-ce que tu toujours prendre une distance à l'endroit de ce que tu faisais et d'en rigoler. Et c'est dans cette mastication et cette mise en scène des étudiants entre eux qui, d'après moi, c'est ce qui constituait l'éducation. C'était plus une initiation à un autre monde qu'une performance, parce que tu venais à relativiser tout ça, les notes, la discipline et ainsi de suite. Et dès lors, on n'apprenait pas grand-chose. Parce qu'en philosophie, par exemple, c'était essentiellement saint Thomas d'Aquin qui, de grande vertu, de nous retransmettre la logique aristotélicienne. Ça, on ne l'a pas perdu. Mais pour ce qui est de la métaphysique ou de l'apologétique, de la défense des vérités de la foi, il est bien évident qu'on prenait tout ça avec un énorme grain de sel, joyeusement, comme des carabins détestables, quoi. Il n'y avait pas trop d'angoisse face à tout ça. Mais il faut bien dire que saint Thomas, c'était quand même un philosophe, il est mort depuis 7 siècles.
On nous faisait une approche rapide de certains auteurs plus récents. Je me souviens encore de notre professeur de philosophie sur Sartre. Il nous avait dit, Sartre prétend que l'existence précède l'essence, qui sont les catégories de Saint-Thomas. C'est comme de dire que tu as une âme après que tu es né. On disait, mais c'est absurde. Il se contentait de dire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sartre. Et voilà le cas de Sartre réglé, autant l'abandonner à ses défenseurs. Alors, c'est dire, je dis que non, on n'a pas appris grand-chose, sauf à s'intéresser à toutes sortes de choses. Alors, normalement, à cette époque, lorsque tu finissais, il y avait une cérémonie dite de prise de ruban, que de mes collègues, je crois, ont raconté, mais je pense que Paul en parlait, Paul Charret. Et puis, moi, ça voulait dire, ouais, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Ben, voyons donc. J'ai toujours fait ce que ma mère et mon père voulaient que je fasse. Pensez-vous qu'à mon âge, je vais savoir ce que c'est que je vais faire dans la vie? J'avais 18 ans. Il arrive que dans ces détours et cette sorte de sabotage de l'expérience académique, scolaire, qui était bienvenue à l'intérieur du cours classique, j'avais fait un petit peu de théâtre et je dessinais beaucoup. J'ai commencé assez jeune. Mes premières armes en littérature, ça a été surtout Tintin. Et immédiatement, j'essayais de copier des dessins de Tintin. J'ai appris, comme certains impressionnistes, en copiant les grands maîtres. Et j'ai donc dessiné beaucoup, surtout durant les classes, parce que c'était un peu ennuyant de chercher qu'est-ce que Xénophon pouvait vouloir dire. Donc, ça prête lieu à des distractions latérales, puis je dessinais. Comme c'était tout ce que je savais faire, ben, j'ai dit, je vais aller aux Beaux-Arts. La chose la plus importante, c'est que je voulais partir de Kenogami, de Jonquière, de tout ce milieu. Parce que mes parents, quand même, avec ma mère qui était ouverte à des lectures transcendantes, mon père, par les affaires, avait souvent affaires, c'est le cas de le dire, à Montréal. Il était philosémite, c'est-à-dire tous les voyageurs de commerce étaient des Juifs, et il aimait les voyageurs de commerce, et il aimait les Juifs, et il trouvait qu'ils étaient de beaucoup supérieurs aux Canadiens français. Et par conséquent, ça représentait aussi pour lui ça, cet accès aux Juifs. Donc, à la langue anglaise, il s'était abonné à Business Week pour savoir qu'est-ce que c'est que l'univers des affaires. Il achetait des livres américains sur le marketing, enfin, des choses de ce genre. Il était assez progressiste techniquement dans le commerce. Il était des premiers à utiliser les ordinateurs pour contrôler les inventaires, avec des petites cartes perforées sur chaque vêtement pour savoir qu'est-ce que tu as vendu, puis là, tu commandes, et ainsi de suite. Alors, il y avait aussi cette ouverture. Et j'imagine que mes parents m'ont transmis l'idée que c'était très, très bien le milieu natal, le giron, mais que des niaises, va-t'en voir ailleurs si, des fois, il n'y aurait pas quelqu'un en toi qui trouverait à se réaliser autrement. Va un peu plus loin. Alors, tous mes collègues à Jonquière allaient à l'Université Laval. En principe, c'était le plus proche. Moi, j'avais le choix entre l'École des Beaux-Arts de Montréal et l'École des Beaux-Arts de Québec. Et Québec, j'étais déjà venu un peu, mais j'avais déjà, puis à Montréal aussi, j'étais allé quelques fois, puis il me semblait qu'il n'y avait rien qu'une ville ici, au Québec. C'était Montréal. C'est une vraie métropole. Il y avait là toutes sortes de choses. Il y avait des Noirs, il y avait des Dudounes, des choses qui n'étaient pas très courantes là, à Kenogami. Il y avait des Anglais. Bon, on en avait les nôtres, mais ils étaient de l'autre côté du chemin de fer, puis on se regardait comme des coqs en pâte. Parce qu'à Montréal, les Anglais, Jesus Christ, they were all over the place. Alors, j'ai dit, je vais aller à Montréal. Ça va déniaiser pour vrai. Et je suis bien tombé. Parce que je suis arrivé là en 64. Le monde comment virait, là. C'est les années 60, ça commence pas en 60, ça commence en 64, 65.
Euh, alors, c'était très, très rapidement, grâce justement aux Anglais. Ben, l'école des beaux-arts, c'était très cosmopolite. Il y avait même des Anglais et des Anglaises, et des gens d'un peu partout. Alors, c'était un petit bouillon de culture. Il commençait déjà à avoir quelques esprits retors qui parlaient de Marx. Marx, communiste, dont j'avais entendu parler dans mon enfance, Seigneur, les communistes forçaient les enfants à dénoncer leur mère et leur père. Puis, ah, non, 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 ça se peut pas. Mais enfin, quand même, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et puis, le folk rock américain. Alors, découvrir Bob Dylan. Bob Dylan, wow, wow. Ça j'étais fait une amie anglaise qui, elle, se tenait plus au courant de ce qui se passait aux États-Unis. Et là, ça a été quelque chose d'être emporté dans une sorte de maelstrom. Cette montée des enfants du baby boom auquel j'appartenais. Je suis né en 1945, au lendemain de la guerre. Euh, C'était tout à coup, tout le monde s'éclate dans tous les sens, l'univers recommence avec nous, c'est très bien. Je ne me sentais pas non plus extrêmement à l'aise là-dedans, parce que là, j'avais mon cours classique et je me trouvais plus distingué que le moyen des étudiants des beaux-arts qui, eux, n'avaient besoin que d'une 12e année. Alors, j'étais relativement mal à l'aise, évidemment, venant de la campagne, une sorte de bouseux de la campagne en pleine ville. Il y avait encore une distance là, culturelle, en quelque sorte, mais j'avais mon avantage de cours classique qui me permettait de me tirer d'affaire. Alors, ce que j'ai fait, c'est là aussi, j'ai continué à parler beaucoup et à me déguiser en rural, c'est-à-dire à porter des bottes de bûcheron sur l'asphalte à 40 degrés centigrades. Mais enfin, il faut faire ce qu'il faut. Et graduellement, d'ailleurs, je me suis orienté autrement sous l'influence des chanteurs folk rock américains. J'ai acheté une paire de bottes de cow-boy et j'ai porté des bottes de cow-boy pendant 50 ans. Je ne sais pas si c'est révélateur de quelque chose, mais je trouvais que ça me donnait l'air d'un beau cow-boy. C'était avant les annonces de Marlboro, mais il y avait quelque chose là-dedans qui permettait de se faire attirer l'attention sur soi. J'ouvre la parenthèse en disant qu'évidemment, j'étais longtemps fils unique, il faut le dire. Le fils unique, ça a tendance à être très regardé. Par conséquent, ça devient assez jeune narcissique. Ça attrape des autres l'idée de se regarder soi-même. Mais par conséquent, tu essayes toujours d'un peu d'attirer la lumière sur toi. Alors, j'ai continué. C'est une attitude qui j'ai sans doute conservée et qui explique une extériorisation que d'autres pourraient balayer de côté en disant « je suis très bien dans la sérénité de mon être ». Non, il y a une quête de l'approbation, sans doute de la mère et du père derrière, mais de l'approbation des autres aussi, qui vient de mon décalage d'âge dans l'enfance, qui sans doute a pu apporter une motivation à la volonté de se démarquer, de réussir, de faire quelque chose, de se tailler un chemin, quoi. Alors ça, c'est les éléments principaux, j'imagine, de ce qui pourrait s'atteler de l'enfance jusqu'au commencement du moment où peut-être, on travaille.